المولد. Salut. Salut tout le monde. Oui, salut Morad, salut Nourdine. Salut JB. Ça va? Où est-ce qu'elle est la pleureuse? Qui demandait à ce que les lives soient ouverts. Je ne le vois pas. Bonjour tout le monde. Salut. Salut Taner, ça va mieux? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Moi, ça va, ça, je récupère bien, ça va. Alhamdulillah. Parfait. Elle est dans les parages. Salut, salut les amis, salut le chat. Oui. Salut. C'est qui la pleureuse, Nordine? Toi, Vous avez vu la mauvaise nouvelle de notre ami Akli Tata, Rahmo? Tata, ouais. Eh ouais, Rahmo. C'est dit? Et la femme de Rachid Gheziri. Rachid Gheziri. Farid, on a perdu un ami mécanicien navigant, Akli Tata. Ouais. Gentil garçon. Et son âme. C'est le deuxième après Farhat. Oui, exact. En plus, j'ai remarqué à travers ça que la plateforme nécrologique a repris de service. Ah, qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, c'est ça. Hein. Ouais. C'est à nos âges maintenant, c'est ça que l'on rencontre le plus souvent. Hein. Ouais, là, tu crois que la plateforme a dit que c'est devenu le cimetière des éléphants, là? Non, mais je veux dire, bon, ben, c'est vrai que et c'est ça, hein, on vieillit tous, on est tous amenés à passer de l'autre côté. Hein. Faut gérer les vivants. Et puis avec le temps, hein, on s'aperçoit qu'on a plus de monde de l'autre côté que dans ce monde. Il n'y a personne ni de l'autre côté, ni de ce monde, ni de ce côté-là. Vous avez vu un peu là, cet accident, cet avion d'affaires là qui sort de Oui. piste qui va taper dans un autre, mais c'est dingue. Hein. Et des fois, des fois, tu te poses des questions, tu te dis, je sais pas comment ils s'arrangent, mais bon. Après, Justement, je voulais te parler de ça. Celui qui s'est craché en Alaska. C'est bizarre, j'ai regardé sur Herald, il le cite pas. Hein. parce que c'était un jet d'affaires. C'est pas un jet, c'est un turbo. Enfin, c'est un turbo d'affaires. Donc, tu sais, Air Aviation se concentre beaucoup plus sur tout ce qui est sensationnel, pratiquement. Enfin, C'est un Cessna Caravan. C'est une caravane, exactement, c'est ce que j'allais dire moi. Ouais, c'est un Sur monomoteur. Elif, ouais. si tu devrais énumérer tout ce qui se passe dans le monde au niveau des petits avions, que ce soit de taxis, d'affaires, de trucs, de plaisir et tout, tu n'arrêterais pas. Hein. Il faudrait ouvrir les... Moi, je vois sur Facebook, je reçois des trucs, tous les petits avions agricoles qui se pètent la gueule un peu partout, des monomoteurs, des monomoteurs légers, des machins. Bon, c'est vrai qu'il y en a à longueur de temps hein, qui se cassent la figure. Hein. C'est vrai. Parler des incidents. Alors les incidents, il y en a des masses. C'est sûr. De toute façon, déjà les monomoteurs, la plupart du temps, moi quand je vois un accident de monomoteur, ben le gars, ben d'un coup, le moteur il a lâché. Alors de deux choses l'une, hein. Soit il est dans un endroit où il peut à peu près faire un atterrissage forcé sans trop casser de bois, ou bien hein, le gars il est au-dessus d'une forêt ou là au-dessus dans une montagne, et ben évidemment hein, il n'arrive pas à trouver son chemin. Hein. Il n'arrive pas à trouver un terrain pour faire un atterrissage forcé. Hein. Vous avez vu, il y a un 67 aussi je crois que c'est DHL, hein, DHL ou ouais DHL, ouais, qui a eu le train avant qui est rentré après atterrissage. Ouais, apaisement du frein avant. Ouais. Ça, c'est dû sûrement au mécanisme. Hein. Mais logiquement, il n'y a pas de logique à ce niveau-là. Est-ce que
Ils n'ont pas dit qu'ils avaient vérifié quoi que ce soit, quoi, qu'ils avaient remarqué quoi que ce soit, que le train soit locked or not. J'ai rien Ouais. vu là-dessus, non, j'ai rien vu là-dessus. Voilà, c'est... C'est quand même, je pense, rare que la signalisation soit bonne et que le train ne soit pas verrouillé Exact, mécaniquement, hein. exact. Si, de l'exaspération aussi, là, en Amérique, concernant les avions militaires, enfin, tout ce qui est volant, mais militaire. Ouais, il y a eu autre chose, ouais. Il y a Par eu un... rapport au TICAS, il y a autre chose, justement. Le Double Blanc l'avait publié, justement. Ouais, ouais. J'ai vu un truc, mais j'ai pas été plus loin. Il faut savoir que l'hélico, là, qui est de Oh, Ronald Reagan, là, il y avait j'ai pas vu exactement ce que c'était, mais ils ont dit qu'il y avait un équipement de sécurité qui avait été mis sur off, hein, ouais, et qu'il était limité à 200 pieds, mais qu'il volait à plus de 300. Voilà. ouais, ouais. Et oui. C'est fait maintenant, hein. Il n'y a pas de marche Et arrière. là, après, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est clair. Bon, c'est toujours bon pour la suite, quoi, hein. Tout accident nous enseigne. Sauf, le grand problème, c'est quoi? C'est quand on a dans l'esprit que l'on a, quand je parle des vols militaires comme ça, etc., quand le gars il a dans l'esprit que il faut que sa mission soit faite, etc., dans un environnement, dans un environnement avec des avions civils ou quoi, il y a une conception du vol qui est complètement différente. C'est ça le truc, tu vois. Et alors, j'ai toujours un peu de doute là-dessus, moi, sur la mentalité de quelqu'un surtout aux États-Unis, ils ont des gars qui jouent un peu au cow-boy, hein. Ouais. C'est tellement vulgarisé chez eux, l'aviation légère et tout le reste. Bon, quand c'est bien géré par le contrôle, ça passe. Tu vois, quand on va à Montréal, t'as un paquet de petits avions qui est entre 0 et 1000 pieds, mais c'est super bien géré, le contrôle est là, t'as plein de petits spots, mais tout passe, quoi. Je me souviens quand j'ai fait mon ATPL américain, quand on volait à San Francisco, il y a des fois, tu te fais peur, hein, quand tu fais une approche, tu vois que tu as des petits avions qui te passent en dessous. C'est bizarre, hein. Oui, oui, non, mais même à Paris, moi, Paris, une fois, le gars, il me fait passer un Air France en dessous. En finale, hein, il a fallu qu'on interrompt l'approche. Il y a des bêtises, des fois, pour rien, quoi. C'est pour gagner que dalle, pour gagner 20 secondes, quoi. Euh, bon, bien sûr, le contrôle s'est excusé et tout, mais c'était limite. Occasion, Mourad, tu as eu cette communication justement par rapport à la clairance Quelle avec, communication? avec les ATC. Tu as publié une vidéo dans ce sens. Ah, c'est une demande d'ATC par CPDLC, ça existe. Ouais, ben, Au lieu de la faire, au lieu de la faire en voice, tu l'envoies et ils te répondent. t'avais pas de problème de transmission voice. Non, tu demandes au parking. Au parking où tu es, tu envoies, ils t'envoient le message, ta clairance de départ. Attends, civil ingénieur, tu es civil ingénieur en action, en activité. Si tu veux monter nous parler un petit peu de l'engineering, ou bien tu t'es donné un pseudo comme ça, d'accord. Tarkhdeya. Il répond pas, Malish. Où est ton acolyte, Farid? Spanish. Manish. Oui. Enfin, attends, je sais pas, je crois qu'il travaille, il bosse là en ce moment. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Ouais. Dis-moi, c'est un gars de ta promotion, Captain Iskander? Non, c'était un élève chez nous, c'était un copier, il est passé commandant,
Il est commandant sur NG, et c'est un gentil garçon. C'est pas Iskander, c'est Captain Skander. Skander, bon, lui, il avait dit Skander, j'avais compris. Ouais. Skander, la Guédère. Il a même été, à un moment donné, responsable aux opérations. Il était sous-directeur de personnel à Vigon, c'est ça, voilà. Bien ça, pendant toute la période Covid où j'avais travaillé avec lui. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Tu étais aussi dans le staff. Oui. Ouais. Il m'a pas bougé, mais... T'as Mira Benmati, j'ai pris le vol samedi, le 8 février, Montréal-Alger. Je félicite le commandant et son équipage. Bravo. Eh ben, c'est bien. Je me demande sur quelle base, je ne sais pas comment ils apprécient, c'est-à-dire, bon, je félicite, je sais pas. Il a Ah, fait Il n'y a un pas eu de kiss turbulence. landing, Il n'y a, il il y n'y a a pas pas eu eu de de turbulence. turbulence. Il n'y a pas eu de turbulence. Il n'y a pas eu. Non, ça fait le vol Voilà. en 6h30 comme je l'ai fait il y a une semaine parce que on avait 110 nœuds arrière, donc ils pensent que toi tu as mis la gomme pour arriver plus vite. C'est le problème que voilà, l'aviation n'est pas vulgarisée. Les gens ne comprennent pas que tu fasses 9 heures à l'aller ou 8h35 et que tu fasses 7 heures au retour. Donc pour eux, c'est le commandant qui a amené l'avion très vite, qui a pris des raccourcis. Voilà, il n'y a pas de turbulence, il a parlé aux nuages. Il a Non, ramé plus vite. Il a ramé plus vite que l'autre. ne m'en parle pas, je fais Montréal demain. Mais la dernière fois, moi, à l'aller, il m'avait donné une random de 9 heures. J'ai changé pour, comment on appelle ça, pour un track. On a gagné 35 minutes. Hein. Bon, après, j'ai demandé à l'ingénieur pourquoi il Contraire avait qui s'est pris passé, un le track. contraire qui s'est passé. On t'avait donné un track, tu avais pris un random. C'est ça. Ils m'ont donné un track de 9 heures et j'ai pris une random. J'ai demandé à ce qu'il voit la random. Il m'a dit, oui, mais il y a de la turbulence. Mais des fois, bon, il n'y avait pas. Finalement, il y avait, mais c'était pas. 35 minutes, c'est quand même appréciable. Je pense, sur le Dans plan l'information, il y avait, c'est adieu. économique. Exactement. Tu ramènes un café. Je sais pas, il me semble que je sais pas, tu l'as vu toi, Mourad. Je sais que tu m'as mis un cœur sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai partagée concernant un passager de la coréenne tu sais, qui voulait ouvrir la porte en Et je vol. l'avais vu. Et je me suis aperçu que, je sais pas si tu as remarqué, il y avait une PNC qui Qui filmait. était en train de filmer, oui. Ouais. Je sais pas si c'est nouveau tout ça ou. Probablement, c'est dans leur procédure, c'est parce que tout doit être conforme aux lois et l'interprétation doit le faire selon les lois. Hein. Puis en, 5 PNC qui essayaient de maîtriser, puis tu en avais une qui filme. ouais, mais en plus de ça, ouvrir la porte, Tintin, il aurait même pas pu l'ouvrir. Hein. Non, Par Qui, contre, qui est tombé pendant le roulage. à Orly, Enfin, il fallait le à faire, Orly, celui-là. au décollage. Ouais. Ouais. non, j'ai dit celui qui est tombé pendant le décollage. Passager qui est sorti C'est de un vol l'avion pendant d'Iberia. un vol Iberia. Ouvert l'issue de secours de l'aile et Il a sauté. il a Il a sauté. sauté. Il a fait, apparemment, sur cet avion, il parlait d'un toboggan qui s'était déployé, mais ça m'étonne, sur 320 sur l'aile La et question, que il n'est même pas tombé sur l'aile, il est allé tomber directement sur le sol. Et voilà. question que pose Alicia, pourquoi la pression change d'un endroit à l'autre avec la variation des températures? Ça, c'est tout le cours de météo. C'est difficile de tout expliquer, là. Et qui en attente d'être publié prochainement, quoi, par JB. Non, je ne vais pas parler de ça, mais bon, il faut déjà définir ce qu'est la pression atmosphérique, et après définir ce que c'est un anticyclone, ce que c'est qu'une dépression, et ainsi de suite. Bon,
Euh, on va essayer de faire quelque chose un jour pour essayer de vulgariser ça, mais pas maintenant. Ouais. IRDZ qui dit c'est justement l'intérêt de faire des public address réguliers pour transmettre ce genre d'infos. Effectivement, dans l'annonce, il est souhaitable de dire aujourd'hui nous allons bénéficier d'un vent arrière qui va nous réduire notre temps de vol. Ça permet, bon, si les gens sont attentifs, hein, mais souvent ils sont peu attentifs. Voilà. Exactement. Ni grosse tempête de neige en prévision à Montréal demain soir. Bah, il faut savoir que pendant le temps de neige, c'est toujours une atmosphère extrêmement stable, à l'exception de tempêtes de neige avec des vents violents, mais c'est assez rare. L'atmosphère est très stable et à l'exception du givrage qui peut être sévère en descente sur Montréal, le reste se passe très bien quand il y a de la neige. Et les taux de freinage, bien sûr, mais ils sont vraiment très professionnels à Montréal. Il arrive qu'ils soient pris par des chutes importantes de neige et là, ils se concentrent sur le déblayage et le nettoyage des pistes. Moi, il m'est arrivé à me retrouver, il vous informe que les taxiways ne sont pas nettoyés. Et souvent, on roule avec juste les lumières sous la neige, les lumières, les balises de taxiway qu'on voit à travers la neige, quoi. Pour assurer Mourad, ça, demain, la tempête de neige. Et il est assez grand, il a subi des vertiges de. T'en fais pas. On s'est souvent posé sous une tempête de neige. Et c'est pas ça le plus méchant, hein. Le plus méchant dans une tempête de neige, c'est pas la tempête de neige en elle-même. C'est le freinage. En général, le givrage, quand il est vraiment truc, mais sans plus, ça, c'est pas la tempête de neige, elle est gérable au même titre qu'une autre tempête. Sauf que quand il n'y a pas de neige, si par exemple c'est des gros nuages, c'est épais et tout, c'est plus dangereux que la tempête de neige, hein. Crois-moi. Et à Quand tu es Montréal, obligé c'est de, plus les quand, orages d'été, les gros quand tu es orages obligé de d'été. faire une approche avec Wing and Engine Anti-Ice On, c'est c'est Oui. spécial aussi, hein. Sur un avion comme la 330, où tu as des moteurs très puissants, ça a très peu d'influence sur la puissance disponible, que ce soit les wings anti-ice ou les engines anti-ice. Mais ils sont vraiment très précis, hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Des fois, ils vous donnent des tranches de niveau en descente où il y a du severe icing, du givrage sévère. Et je te jure qu'à peine tu rentres dedans, tu as pum, l'alarme severe icing pour mettre les wings anti-ice. Il y a deux questions de Ranoubers et de Hichem. Pourquoi le Renault 0923 DAG ne sont pas équipés BLS 4.3 ou GNS? Bon. Et quelle est la différence entre la TAS et le AS? Bon. Alors, la True Airspeed, la TAS, alors, on part de la vitesse indiquée, on corrige de la correction instrumentale, on arrive à la vitesse corrigée. Si la vitesse corrigée est supérieure à 202, on applique la correction de compressibilité et à ce moment-là, on obtient l'équivalent airspeed, qui est donc la vitesse corrigée de la compressibilité. Et pour arriver à de l'EAS, de l'équivalent airspeed, à la true airspeed, on fait la correction de densité. K delta, qui est racine de 1 sur delta, d'accord. Delta étant rho sur rho 0. Enfin, là, il faut regarder, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo sur l'anémométrie. Voilà la différence. Donc l'EAS, c'est la vitesse corrigée de la compressibilité si c'est applicable, et l'équivalent airspeed, la true airspeed, c'est la vitesse corrigée de la compressibilité et de la correction de densité.
Question de Ranous Bess qui demande pourquoi. Oui, j'allais répondre, Farid. Alors, la Ouais. piste 23 et 09 sont équipées d'ILS 4.3. L'équipement n'a rien à voir. C'est un problème maintenant où ils n'arrivent pas à mettre en œuvre la procédure 4.3 ou 4.2 sur les deux pistes à cause d'un problème des services de sécurité où la police ne veut pas céder du terrain. Ouais, mais de toute façon, pour l'instant, rien n'est indiqué, ni même au sol, ni seuil 4.2, 4.3, rien du tout. Et Bah, encore une fois, c'est parce que euh, de l'aviation, Tarek, Tarek, Tarek. Il y a eu un moment la procédure 4.2 qui avait été éditée à Alger. Et je peux te confirmer qu'on l'avait faite à l'époque. Et j'avais comme copie Bastarzi Fethou. Quand on s'est posé, on s'est retrouvé nez à nez avec un fourgon de police. Oh, oui, non, mais c'est ce que je dis. Les intervenants sur les plateformes Voilà. aéroportuaires, hélas, ne sont pas sensibilisés ou formés aux différentes contraintes et rigueurs qui doivent sévir sur une plateforme aéroportuaire. Voilà. Et ils ne veulent pas céder du terrain parce qu'ils sont un petit peu partout. Mais c'est presque, je pense même pas c'est des du terrain. Ils ont l'impression, bon, on a une vision de la sécurité qui est tout autre. Tu as vu, toi, un jour, un policier à Londres, Londres Heathrow, qui fait la taille presque de Dalbeda. Et pourtant, hein, c'est bien surveillé et ça marche. c'est pas le même concept et pas les mêmes mentalités. Exactement. L'Angleterre est le pays le plus grand pays policier au monde, mais tout ça est surveillé par caméra, pas avec des personnes. Oui, oui. Leur système est basé sur l'empreinte de l'iris et l'empreinte digitale et la vidéo. Exact. Voilà. Oh, mais à Alger, ils ont des caméras, mais personne ne fait confiance à personne. C'est ça le problème. On n'a pas confiance à la caméra, alors je veux dire. Voilà. Il vaut mieux les laisser faire, quoi. Parce que Bah, écoute, t'as vu quand tu te poses, tu es entouré de fourgons de police. S'il y a un problème, la police vient voir qu'elle te demander qu'est-ce qui s'est passé. Après, c'est Verital, le technique, tout le monde qui vient. Tout Ouais, ça, ça. voilà, tout ça, c'est une question d'organisation. Si il y a des réunions dans qui c'est mon truc, de CIS et je sais pas quoi, laisse. Laisse. donc voilà. Donc ils devraient discuter de ça à bâton rompu et trouver des trucs, c'est tout. Ils ne peuvent pas, Nordin, oui, maintenant, la police demande à ce que pendant le refueling, que tu appelles les pompiers. Oui, bon, on a dit parce ils ont pas eu des updates qu'il faut pour encore. Et c'est comme ça, et pas autrement. C'est eux qui décident. Donc, et au CLS, tu as beau parler, tu as beau faire. Euh, Voilà, tu sais où il est le problème, hein, excusez-moi, mais c'est le fait que la phrase magique qu'ils ont, c'est ah, mais si on fait ça, ça touche à la sécurité, et tout le monde fait un pas en arrière. Les gens ne veulent pas être mouillés à ce genre de problème. Donc le problème n'est pas seulement en eux, il est aussi de l'autre côté. On ne tape pas sur la table et dire non, pas travailler dans ces conditions-là. Un exemple qui va vous faire rire. L'axe, le dépose minute. Alors pour info, ils ont fait même le dépose minute à l'arrivée maintenant en bas. Le dépose minute est resté fermé plus de 10 ans. Un pont aérien avec une route aérienne qui a coûté la peau des fesses. Il a fallu qu'un gros responsable vienne en visite et qui a débloqué la chose. On mettait tout le monde dans un entonnoir sur la petite ruelle sur la gauche à l'international. Maintenant, il y a un dépose minute. Voilà un exemple. Il y a des blocages qui durent une décennie pour rien. Il faut qu'il y en ait quelqu'un qui vienne taper sur la table et qui ait le pouvoir de taper. Ouais, mais je pense que ça va s'arranger tout ça, je pense. Voilà, Inch'Allah. Il n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Tu pouvais, JB, lui expliquer là, la vitesse sol et la Bon, vitesse. je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, ouais, sur l'anémométrie et le triangle des vitesses. Donc, faut bien s'entendre. La vitesse sol, c'est la résultante vectorielle de la vitesse propre, à laquelle on ajoute le vecteur vent, vectoriellement, hein, et
la résultante de cette somme vectorielle, c'est la vitesse sol. Alors, de deux choses l'une, soit le vecteur vent est favorable, va un peu dans le même sens que la vitesse propre, auquel cas, à ce moment-là, la vitesse sol sera supérieure à la vitesse propre. Et si, dans le cas contraire, si le vent est à l'inverse de la vitesse propre, ben, la vitesse sol sera... C'est juste une somme vectorielle, c'est tout simplement J'ai ça. publié le triangle des vitesses JB. Oui. Moi aussi, je crois J'avais que j'ai fait. mis quelque chose là-dessus, hein. Non, moi j'ai publié, voilà. Toi, tu en as fait une vidéo, JB. Vidéo, Oui, moi oui, une photo. j'ai fait une vidéo Moi là-dessus. j'ai fait une photo, une photo. C'est les photos en général. Ah, les cours, je les laisse pour JB. Et tant que rose, hein, tu nous fais des photos avec des cercueils, des machins. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Hicham, je pense qu'il en... Attends, il y a Hicham qui dit le Haring. Je connais pas le Haring, c'est peut-être le Starlink, non? Il veut Le parler. Haring, c'est Ah, A-R-I-N-C. R-A-I-N-C. C'est Ah, ok, A-R-I-N-C. voilà. Le Haring, c'est avec C, oui. C'est pour les communications, c'est tout. D'accord, avec C. Parce que le K, avec K, ça prête à confusion. Ok. L'heure est jolie, là. Juste maintenant, l'heure est jolie. 1,727. Exact. 1,727, ouais. 17h27. Likez, les gars, likez. Et il y a un beau 727 à Jeddah parqué, par contre, sur le tarmac, avec des Et réacteurs ils volent pas, étincelants, des ils winglets. volent pas, ils volent pas. Si, ils volent en VIP. Il y en a un qui était magnifique, je sais pas s'ils volent toujours, c'est le bleu, là. Le bleu avec une livrée un peu ondulée, là, c'était magnifique, hein, avec les winglets. Je crois qu'il a Eh été ben, démantelé. non, non, il y en a un à Jeddah avec winglet, avec le système anti-bruit sur les réacteurs comme on avait installé à l'époque. Je quitte, oui. Le Schkit, voilà. Qui c'est qui voudrait monter de poser une question sur le drive? Il faut demander à Boaza de poser les questions. Il n'en a plus. Euh, si, il y en a toujours. Des questions, il y en a toujours, Mourad. Ouais, ça, il faut vous demander combien fait l'euro. Ouais, Il n'a carrément. pas, il n'a pas dû changer. C'est pas du tout, je sais pas ce qu'il va me mettre sur le dos, Nordine, l'euro. Tu as compris que je veux pas apparaître. C'est une baisse terrible de motivation. Les gens posent plus de questions, ils tapotent pas. Voilà, c'est... Il y a une question, qu'est-ce qui dérange la police avec le LVP de IRDZ? Faut que les gens comprennent que lorsqu'il y a de mouvements de véhicules à la surface d'une plateforme aéroportuaire, ça perturbe les ondes radio de l'ILS en particulier. Et donc, pour que les signaux ILS soient stables et correspondent aux critères 4.2, 4.3, etc., il convient de ménager des zones d'exclusion de tout véhicule. Et d'ailleurs, pour expliquer au grand public, il faut savoir que quand on est par exemple sur un aéroport et qu'on est en opération justement faible visibilité, on a des points d'attente pour attendre à côté des pistes qui sont différents selon que on est en 4.1, 4.2 ou 4.3. Plus on est dans une catégorie ILS importante, enfin vers le 4.3, plus les avions attendent loin de la piste, justement pour ne pas perturber les signaux. Et donc tout véhicule circulant sur une plateforme aéroportuaire est amené à perturber ces signaux
Et bien sûr, c'est un handicap pour les avions. Et donc, il faut bien évidemment que l'autorité aéroportuaire ménage des zones où aucun véhicule n'est autorisé. Alors voilà, bon, je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin, comprenne qui pourra, c'est tout. Voilà. Il y a eu quelqu'un, JB Nordin et Farid Tarek, qui m'avait envoyé une vidéo en privé sur mon TikTok et on voyait Trump à bord de l'avion. Il faisait, alors il allait sur Bagdad et le pilote avait averti de je sais pas quoi, d'un danger imminent, etc. Donc le pilote avait demandé, ils avaient dit qu'ils allaient éteindre toutes les lumières, baisser les rideaux, même le poste était éteint. Il m'avait posé la question que si c'était faisable. Oui, c'est faisable, mais ça m'étonne qu'il ait éteint complètement le poste. Il a dû laisser les instruments pour voir et sa vitesse et son plan de descente, etc. D'ailleurs, Norden, JB et Tariq, tu rappelais, on faisait des atterrissages de nuit avec tout éteint, même la piste, en instruction quand on était en école. Affirmatif. Oui, oui. Cible, Mourad, d'éteindre les instruments. Bien sûr. Tu peux tout éteindre. Sans... C'est un potentiomètre pour régler l'éclairage de ton tableau de bord. Hein. Tu l'éteins pas carrément. Tu peux les éteindre, mais bon, maintenant, comme c'est des instruments, Dans son test, quand tu les allumes, oui, il faut les mettre des dim. écrans, Oh, ils vont la passer en luminosité. test, ils vont se mettre, ils mettent du temps, mais tu as besoin de ça. Tu les éteins, tu perds tout. La luminosité des instruments, Par contre, tu vas réduire la luminosité des on ne instruments. voit pas de l'extérieur, les copains. Donc, c'est éteindre le dôme, oui. Là, de l'extérieur, il y a pratiquement plus de lumière qui apparaît. Réduire les instruments, mais c'est surtout tout ce qui est dome light, c'est les gros éclairages. Je défie n'importe qui de pouvoir apercevoir la lumière dans le poste de pilotage de nuit. Exactement. On approche. On coupe les lumières les lumières de navigation, les flashs. Ouais, mais quand ils veulent te descendre, hein, ils t'envoient un missile, il va te retrouver, lui, mon ami. Hein. Exactement, tu peux éteindre ce que tu veux. Alors, à l'inverse, pour C'est la votre, carabine. à l'inverse, que les gens comprennent, il y a d'autres moments où, par contre, on éclaire le cockpit à fond. C'est quand on est dans des zones orageuses pour ne pas être ébloui par les éclairs. Voilà. Là, on éclaire tout à giorno. Voilà. On préconisait à l'époque, de jour, que au moins un des deux pilotes mettait ses lunettes de soleil pour éviter d'être ébloui. Parce que si tu reçois le flash dans le pare-brise, ce qui nous est tous arrivé, euh, la vision elle est perturbée à un moment. Je sais pas, JB, si tu avais fait, je pense que tu as fait une vidéo ou bien à l'intérieur d'une de tes vidéos, est-ce que tu as parlé des mouvements fugoïdes? Non, j'en ai pas parlé parce que j'en ai juste, quand j'ai parlé de stabilité longitudinale, c'est le seul cas que j'ai. Mais oui, parce que je me suis arrêté à la stabilité statique et non pas à la stabilité dynamique. Mais bon, la fugoïde, c'est tout simplement le fait que un avion, quand il est perturbé de sa position initiale, il va, s'il est stable statiquement et stable dynamiquement, il va avoir tendance à retourner vers sa position d'équilibre, sauf qu'il va passer par une oscillation dont l'amplitude va diminuer avec le temps. C'est ce qu'on appelle la fugoïde. Voilà. Alors, il y a une question de Hicham qui dit est-ce qu'on utilise la conductivité pour savoir la quantité de c'est quoi? J'ai pas compris. En fait, Cette... on utilise la capacité au sens capacité condensateur. C'est ça qu'on utilise pour, en fait, la mesure du carburant dans les ailes, enfin dans les réservoirs, d'accord. est mesurée par un système capacitaire. En fait, on fait varier, étant donné qu'on connaît la constante diélectrique du carburant, plus voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Oui, on non, parce que utilise la le système de conductivité. En fait, c'est la capacité, voilà, la capacité d'un condensateur. Voilà, oui.
Toi, Tariq, vous faites confiance, vous, comment on appelle ça, à la position strobe en automatique? Ou est-ce que vous C'est-à-dire, l'activez? bien sûr, on active le strobe light. Parce que bon, Non, parce qu'ils peuvent pas s'activer automatiquement. pour auto. Oui, Oui, ça fait marcher. euh, il s'active au décollage à Décolle 80 nœuds, et ça arrête. à partir de 80 nœuds, à 80 nœuds en automatique sur Airbus. C'est ça. Mais faire confiance à quoi, Farid? Précise ta question parce que n'est pas Ça se terminée. fait automatiquement. Est-ce qu'on fait confiance à cette position auto? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne le met pas Ah, sur. mais le strobe n'est pas une obligation, hein, tu peux l'oublier, hein, il, il y a des gens qui l'ont oublié, hein. Il peut être dispatché inop aussi. Il faut pas juste l'oublier jusqu'au parking parce que là, on se prend une amende. Bon, il y a beaucoup de compagnies qui l'oublient au parking, hein, Oui. Et c'est pour ça qu'Airbus a bien fait les choses. Si tu l'oublies, à l'atterrissage à 80 nœuds, il s'arrête tout seul. Voilà. C'est calme là, aujourd'hui le chat. Allez, fallait d'habitude, tu as des questions. Non, ça, on a tout appris avec le Cheikh, qui fait des Non, cours de. شكون؟ DJ Rafir, qui donne des cours de pilotage dans le truc. Et il t'a dit. Ouais, j'allais te répondre, mais bah, j'ai eu peur de te vexer. Je veux dire, qu'est-ce que tu te compares avec ça? Je me compare pas. Attention, j'ai jamais dit que je me comparais. Mais je t'ai dit, il y a quand même un live d'un gars dont il semblerait que toute sa famille c'est des pilotes, ses frères c'est des pilotes, il lui a appris à piloter et il est en train même de montrer comment maintenir le truc, descendre, croisière, se poser, etc., etc. C'est une bonne chose. Moi, s'il demande à monter, moi je le fais monter, hein. On apprend tous les jours, hein. Ouais, Avant, JB avant-hier, j'avais KLM devant moi sur Charles de Gaulle de nuit et il avait annoncé un laser. Donc le contrôle me dit, s'il vous plaît, vous pouvez vérifier. Je lui dis oui, mais en fin de compte, on s'est aperçu que c'était la tour Eiffel. Et en combien de temps il tourne, au fait? Tu te rappelles du truc ou pas? Non, du tout. En une Ça, minute. une minute. Je sais pas si Nordin le sait. Maintenant, on a une nouvelle plateforme sur laquelle on a les cours directement. Cap, comment ça s'appelle ce truc? LCAT. Je suis en train de chercher DJ Lafayette pour lui envoyer une invitation. là, C'est- t'es capable de le faire, ouais. Bah oui, mais je suis Non, en mais train de il chercher faut le pas que chrono depuis les des gens années. les gens doivent comprendre que piloter un avion, c'est pas la folie, mais c'est gérer un vol. Un avion, aujourd'hui, on arrive à la technologie que Airbus est maintenant en train de faire décoller les avions en automatique, les faire atterrir en automatique, ça existe depuis longtemps. Tiens, Mais dernièrement, il y a aussi EasyJet qui a eu, le commandant de bord a fait un malaise, l'avion s'est dérouté sur Athènes, hier ou avant-hier. le problème, c'est d'abord quels sont les passagers qui auront monté dans un avion sans pilote. Moi, je te cache pas, à Toulouse, on a le métro sans conducteur. Quand tu es dans, Paris. quand tu es dans le premier wagon, je te jure que c'est pas très rassurant toujours. Donc, il faut que cette personne-là qui apprend aux gens à piloter à travers Internet, c'est bien. Non, il Mais, n'apprend pas. Non, attends, on met un bémol, on met un bémol. Ah, non, mais alors quand je te dis, il apprenait, non. De fil en aiguille, quand ils étaient en train de lui poser des questions, il a dit oui, moi, il n'y a aucun problème. Mes frères sont des pilotes
Moi, je peux piloter ces avions. Après, voilà comment ça se passe. L'avion monte, ensuite en croisière, ensuite on descend. Voilà. Mais bon, c'est rigolo quand tu entends ça, mais bon, le problème, c'est pas lui. Lui, il peut dire ce qu'il Non. veut. Moi, demain, je vais vous dire, je sais piloter la Challenger ou là, les gens vont, voilà, ils vont écouter, ils vont penser à un moment. Il y en a qui vont en croire, il y en a qui vont pas croire, etc., etc. Attends, Cooper, DB Cooper, salut. Salut, salut, commandant, captain. Mouchara comme la basse. Ça va très bien. Voilà. Merci. Salut Cooper. Salut. Ah bah que j'ai voulu juste commenter. Excusez-moi. J'ai voulu juste commenter. DJ Rafik. Non, on parle pas des gens, on parle pas des gens. J'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai dit, mais Non, 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 je vais pas parler des gens. ouais, En fait, parce que moi j'ai vu le live Hada, en question dont il parlait ouais, de piloter un avion. ouais. Bon, les gens dans le chat, ils s'y connaissent pas. Mais voilà, j'ai rigolé, j'ai pensé à vous, justement, après que j'ai pensé à votre live. Voilà, J'ai pensé à votre live, كان يقول لهم البيلوت سهلة جويستيك برك. Voilà, voilà. Donc, خلاص. merci. ما كاش عندي il y a plus de tsara, il y a plus de Pourquoi il y a du bruit? il y a Docteur, plus il y de a du- guignol, il y a plus de Lui, il a son micro ouvert. docteur, tu as le micro شعب ouvert. الكاركتر ديالي كي تنرفع يعرف كاع يتخبى Cornelius, يجوا راني Pas du tout, hein, Nordine. Hein. demain. je sais, je sais. Il entend parler, il est là, il entend parler en même temps. Cornelius, voilà, il vient de parler maintenant, vas-y. Salut, docteur. Oui, j'aimerais aussi commenter. Mqabel, j'avais entendu que ça, c'est vrai, je trouve que les gens, même ceux qui voyagent beaucoup, il manque cruellement de vulgarisation. Parce que des fois, ça, il y a un vol de 5 heures qu'on peut faire en 3h30. Pour le pilote air. Bon, je pense que ça dépend des compagnies. Parce que la dernière fois, j'ai pris un vol entre, ça fait 15 jours, j'ai pris un vol entre Seattle et New York. C'était un vol de 5h30 en principe, en 737-900. Mais on a fait 3h30. Il y a eu un jet stream, là, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais le capitaine, il s'est exprimé. قال لك aujourd'hui, avant le décollage, on va avoir un vent d'eau qui va raccourcir notre temps de vol considérablement. Il a expliqué le phénomène avant le décollage. J'ai apprécié la démarche, c'est le capitaine qui a pris le temps d'expliquer aux passagers. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. C'était Alaska Airlines. Ouais. Alaska Airlines, ça me rappelle un souvenir quand j'étais en Calife. Ils ont perdu le haut d'un 37 à l'atterrissage. J'étais à Seattle, chez Boeing, en formation 37NG, et ils avaient, un équipage avait donc une chute des masques à oxygène, et il a continué le vol au niveau de croisière. Ils avaient licencié les deux pilotes. Voilà. En 2000, en juin 2000, Air Alaska. Merci DB Cooper. Hein. Merci, merci. Alors, attends, tac, tac. Alors, qui avons-nous? Qui avons-nous? Qui avons-nous? Ouais, avec le cœur orange à côté de Noureddin Kébiro, là où il y a un cœur orange, ça ne coûte rien, c'est pour faire la visibilité du chat. Vous pouvez y appuyer dessus. Ça donne de la visibilité au chat. Vous êtes des pingres. Vous êtes des pingres. Vous likez pas beaucoup. Vous n'envoyez pas de cœur. Orange Adouk. Salut Chaniel qui est là. Comment voulez-vous qu'il y ait de la motivation du côté de JB, Mourad, Khalid et moi, si vous ne likez pas le live, vous ne le partagez pas, etc., etc. Alors, il y a
Hicham qui dit il y a une possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle dans les instruments. Parce que ça se fait déjà. Hein. Oui. On a ce joueur qui demande à monter, je sais pas. Moi, j'ose plus faire monter personne. Non, je t'explique comment tu fais monter les gens. Allez. Tu regardes, tu as la main, donc tu appuies sur le profile et tu vois. Tu vas pas nous faire monter, par exemple, des gens qui le montrent à cas parce que truc. Et bon, tu peux monter le monsieur tout le monde qui pose une question, il n'y a aucun problème. Hein. Tu as Rabio Rigel qui dit comment appréhender une approche en sachant bien que des cumulonimbus sont sur l'aéroport. Alors, on peut lui répondre, c'est que d'abord, il y a un radar météo dans les avions. Le contrôle gère aussi cette partie en même temps que les pilotes. Et il arrive que des fois, ils changent les trajectoires d'arrivée ou de départ du fait de cumulonimbus sur les trajectoires. Et on peut arriver jusqu'au cas extrême où il y a, comme on a vécu il y a quelques semaines à Jeddah, où il y avait 8 huitièmes, c'est-à-dire tout le ciel était couvert de cumulonimbus entre 6000 pieds et le sol, avec des lightning, comment on appelle ça, des éclairs, tout secteur. Eh ben, les avions sont restés à stacker pendant un bon moment. Il y en a qui ont dérouté parce qu'ils avaient plus assez de carburant pour attendre. Et quand ça a commencé à se dégager, les approches ont repris. Voilà Et comment. puis, il y a des aéroports qui ferment carrément. Tu prends Oui, Montréal, aux États-Unis, ils oui, ferment carrément l'aéroport. exactement. Salut, pilot. Par, salut. Salut, Tahar. Bonjour Nordin, bonjour Morad, bonjour Salut Tahar. JB, bonjour Farid et bonjour Tarek. Et bonjour le Ah, chat. merci, Salut, bonjour. ami. Alors, tu as des trucs nouveaux à nous raconter sur tes périples sud. Pas pour le moment. Je suis off. Hein. Ah, d'accord. Ok. J'ai quitté à 2 jours. Ah, ben, c'est On bien. a Suna Ouais, je Azur, suis rentré. Sun Azur qui demande à être monté. Il a une question. Bonjour, salam alaikum. Salut. Salut. J'ai une question qui m'a toujours traversé l'esprit et je voulais vous la poser. Vous savez, quand je prends l'avion, des fois, on chauffe les volets d'air sur l'avion. On goule faire à chaque fois. Je sais qu'on doit monter avec une portance qui doit être suffisante pour pouvoir, donc, au moment où on décolle, et une goule ferracée. Et si jamais aligné sur la piste de décollage et que je vois les volets qui sont, est-ce que ça arrive ou les volets ils sont pas déployés? Voilà. Ma question était, est-ce que si, par exemple, à l'intérieur, le commandant de bord, il va déployer les volets pour pouvoir avoir une portance au moment de décollage et que réellement sur les ailes, il n'y a aucune action qui a été faite. Est-ce qu'il y a moyen pour pouvoir contrôler ça? Oui, Voilà ma on a question. des indicateurs, pardon, je réponds si vous permettez. On a des indicateurs devant nous qui nous montrent que les volets ne sont pas sortis, par oubli. Mais il faut savoir qu'au décollage, par exemple, il y a des avions où il y a une sonnerie qui va retentir que les volets ne sont pas sortis. Et on a des avions où on a devant nous, c'est bleu, sur Airbus, par exemple, qui dit que les volets ne sont pas sortis. Donc, il y a toujours comment on va dire, des pare-feux pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Ça veut dire par là que vous me dites qu'il y a toujours une double sécurité. Ça veut dire vous actionnez ce que vous voulez faire, une première action, et vous croyez que c'est, par exemple, ça va vous afficher vert, comme si vous allez me dire demain, attendez, on va descendre les trains d'atterrissage, vous avez les 3 indicateurs devant qui redeviennent verts, or, en réalité, le train n'est pas descendu. Ah non, s'il est vert, il est descendu, mon ami. Oui, Verrouillé. d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, hein, je dis ça comme ça, s'il est vert et qu'alors le train est resté à l'intérieur par
par erreur, par faute, par défaut électronique, par signal qui C'est n'a pas pas été possible. C'est C'est pas pas possible. possible. Il y a toujours un double circuit qui prend en charge l'instrument en panne. Il y a toujours Si redondance. je peux Il intervenir y a en sur redondance. sur D'accord. les anciens avions comme Ça dure, c'est un Azur. Salam Nordin, صحيت حبيبي لاباس. C'est un Azur, je vais te faire rappeler un accident Oui. à Madrid, un DC-9. L'équipage a sorti des volets, mais le problème, c'est qu'ils avaient au préalable, au roulage, puisqu'il y avait une sonnerie, une signalisation de train sorti ou pas, volet sorti ou pas, Oui. ils avaient tiré au préalable, parce que c'était strident. Donc, quel que soit, quand ils avaient tiré ce breaker, ils pensaient avoir sorti les volets Les avant. volets. Eh ben, ils ont craché au décollage, parce qu'ils n'avaient pas sorti des trucs. Et voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais toucher au précaire. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais annuler une sonnerie d'urgence qui doit qui doit retentir quand il Oui, faut. ça veut dire quand ils ont fait ça, c'est qu'ils ont fait sauter indirectement un indicateur de sécurité supplémentaire. Oui. Voilà. Entre D'accord. autres. D'accord. Mais Ils ont court-circuité le quand système. on a cette histoire de train, le train, quand il indique les trois vertes, c'est qu'il est sorti verrouillé. Il peut indiquer trois vertes avec trois rouges, ça veut dire qu'il est sorti et il n'est pas verrouillé. Verrouillé, ouais, Ou bien exactement. la mallette n'est pas sortie, ou bien quelque chose comme ça. Sur le 37, tu as non seulement les trois vertes en face, mais au-dessus, l'overhead panel, il y a les trois vertes aussi, etc., etc. Les volets, c'est pareil, tout est pareil. Tout est doublé pour pouvoir, au cas où un système qui ne fonctionne pas, où il y a un dysfonctionnement, il y a toujours derrière une double sécurité pour pouvoir alerter l'équipage sur la Voire chose. triple son Voire Azure. triple. S'il y a un système qui tombe en panne, le deuxième se met en marche automatiquement. Il est en backup. D'accord, c'est clair pour moi. Ben, je vous remercie et puis là, Avec comme ça, plaisir. le live, au moins il y a du niveau, il y a quelque chose qui fait plaisir. C'est un Azure. Je vous remercie infiniment. Sahit wa barakallahu fikum. il y a Rabio Rigel qui dit Squawk transpondeur primordial pour ATC pour connaître la trajectoire de l'avion, altitude, etc. Effectivement, mais en dehors de cela, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le radar primaire et le radar secondaire. Même si on met pas de squawk, sur le radar primaire, ils ont les spots, les plots des avions. Alors, non, Tariq, il faut dire une chose qu'on ne sait pas quand on change de fréquence transpondeur, qu'on doit appuyer sur le scope. Le scope se fait sur une demande du contrôleur pour t'identifier, pour te voir, parce que des fois, il arrive Non, que lui, tu il sois... il pose Oui, la oui, non. question à quoi sert Oui, non. le squawk. Non, le scope, c'est pour être identifié. Il y a une lumière qui s'allume. Si tu veux la luminosité de ton spot va s'allumer. Peut-être qu'il a une confusion d'avion, donc pour savoir te situer. Donc, quand tu appuies sur scope, il y a la luminosité qui va s'afficher devant lui, qui va lui dire voilà l'avion que tu as demandé. Si la Voilà, question. Alors, il y a vas-y, Tariq, Il je y t'en a prie. quelqu'un qui dit alors by heart, live.fr. Je suis tombé sur ce live par hasard et je voudrais savoir est-ce que vraiment les pilotes. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il veut dire. Bon. Non, est-ce que Je vraiment. voulais savoir si c'était... Donc, Effectivement, jusqu'à preuve du contraire. Mourad, je voudrais juste dire un truc sur ce qu'il a dit, Mourad. Je pense que pour la lumière du transpondeur avec le code approprié s'affiche pendant 15 secondes et elle se flash pendant 15 secondes, c'est le bouton Ident. Eh ben, c'est quand tu appuies sur, eh ben, il a posé le scope. C'est-à-dire que moi, je réponds à l'identité. Quand par exemple le contrôleur il dit Identify, si on presse le bouton Ident, ça va nous Voilà. donner un Mais flash lui, de il 15 pose, secondes. et je pense qu'il pose pour la question le scope, parce que le scope, c'est pas, le contrôleur ne te dit pas, il te donne un code.
Ah Il oui, faut à ce pas moment-là, c'est le squawk, oui. vient d'un cri d'oiseau. Et c'est comme ça qu'ils ont donné ils ont appelé Squawk. Très bien, merci. كيف صحيتو صافا Marcel Pagnol, tu tombes mal, il est en plein thé, ton mentor. qu'est-ce qu'il a Il est en plein thé, il prend son thé. Hein. il prend son thé. Ben, j'espère qu'il est en train d'apprécier son thé. Il le mérite. Il a dû travailler très fort pendant le live quand j'étais pas moi. Ben là, qu'il a répondu à beaucoup de questions. Et il n'a pas arrêté de parler, pourtant il est malade. Hein. Eh, Star به. Ça va, les baisse, vous allez bien? Et tu nous as manqué, bon, il nous a dit où est-ce qu'il est, Pagnol Bon, Eh, rien. Ça va, لا غادي Pagnol? ترافايي نورتين خدمت بزاف درت Manila. Je suis revenu le lendemain, je suis allé à Bangkok. Je suis Bien. rentré hier matin, ميت gars, ميت. Je pouvais pas, j'étais vraiment fatigué. Ouais, bah oui, bah, Donc j'imagine. voilà. Sinon, est-ce que tu as des trucs à nous partager avec nous, quelque chose? Attends, le Gauland, c'est nouveau dans l'aviation? Non, le Gauland n'est pas nouveau dans l'aviation. Le Gauland est une procédure tout à fait normale, enfin normale, mais qui doit s'exécuter quand il faut l'exécuter. En français, qui veut dire remise des gaz. Hein. Remise des gaz, pour X raisons. Pagnol. فريد صافا فريد eh ben الحمد لله والله très Alhamdulillah. bien يعطيك الصحة Farid, est-ce que tu connais quelque chose qu'on a tu sais que quand on intercepte un ILS, on intercepte un glide, c'est-à-dire un angle d'interception pour descendre sur un glide. Est-ce que tu sais que si on rate le glide parce qu'on a été mal guidé par le contrôleur, ou bien on a mal préparé notre avion pour intercepter ce glide. Donc, l'avion va intercepter le lock, c'est-à-dire l'axe de piste, va l'intercepter en latéral. Le vertical, donc le vertical va descendre. Donc l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer une descente, mais il va jamais avoir l'angle hadak. Et là, on a une procédure, ce qu'on appelle le intercept from above, du glide slope. Donc, pas tout le temps l'avion intercepte le glide slope et descend normalement. علاش نحكي لكم على هذه parce que c'est un cas qu'on pratique souvent au simulateur, et c'est un cas que j'ai eu le dernier vol هدايا sur Bangkok, parce qu'on a eu un shortcut, on a eu un raccourci au niveau de l'ATC, et le copie qui faisait l'étape a mal géré ou mal calculé ou l'a mal. Tu as été guidé, Pagnol. Ton sang a disparu. Marcel, Il y a eu un cas comme ça, justement. tu as ta connexion qui disparaît de temps Il en faut qu'on temps. fasse une procédure. Voilà. Ah, justement, il y a eu un cas comme ça, un problème de maintenance. Où le glide a été débranché, l'antenne, parce que je pense qu'elle est à l'extrémité des antennes ILS. Et une maintenance qui a été faite sur un aéroport, et il y a eu un problème, justement, comme ça. Bien sûr. Et aussi, des fois, on va dans des aéroports où on nous dit par NOTAM, c'est-à-dire Notification to Airmen, que par exemple, le glide slope ne fonctionne pas. Donc, si le glide slope ne fonctionne pas, c'est que le localizer qui fonctionne, c'est-à-dire que l'avion aura un guidage latéral, mais pas vertical. Là, on a une procédure à faire. On a d'autres approches. On peut intercepter le glide et descendre, enfin intercepter le glide, descendre sur l'angle.
en utilisant le vertical speed, ou là en utilisant le vertical speed, c'est pas recommandé, en utilisant le flight path angle, ou là en faisant un autre type d'approche, une airnav, ou là on change, on s'adapte par rapport au problème qu'a l'aéroport. Maintenant, si l'ILS ne fonctionne pas, on a d'autres approches. Si d'autres approches ne fonctionnent pas, on peut faire, par exemple chez nous, on a un classement des approches à faire. Et le dernier des derniers des classements, c'est l'approche visuelle. On ne peut pas faire d'approche visuelle, c'est vraiment catastrophe. Mais rien n'est valable. Là, l'approche visuelle a des conditions très strictes. On ne peut pas faire d'approche visuelle. Même, On en Même parlait. attends, On en Khalid, par- Ouais. attends, Khalid. Samy, même le rattrapage du plan du glide par le haut a une procédure spécifique. Ça se fait pas comme ça. Il faut, pour le rattraper, bon, qui met avec Air France dont parlait hier des aides maintenant qui a failli se cracher à cause du rattrapage de plan par le haut, parce qu'ils n'ont pas appliqué la bonne procédure, à savoir quand tu descends en dessous d'une certaine altitude, remettre la VS plus haute pour pouvoir avoir une VS importante à la descente pour pouvoir le rattraper. Ou bien, comme tu disais tout à l'heure, eh ben carrément passer en visuel si tu es en visuel, et à ce moment-là, bon, faire avec un FPV, Flight Path Vector et descendre et c'est tout. Hein. On en Mais parlait justement, Nordine. Tu te rappelles quand on en parlait par rapport au visuel, justement, on parlait de politique compagnie. Il y avait certaines compagnies qui interdisaient à leurs pilotes, justement, d'utiliser le visuel. Sauf vraiment si c'était CAVOC. Mais sinon, je veux dire, bon, par exemple, comme les ATC en Amérique, qui te demandent toujours si tu as le visuel, il y a pas mal de compagnies qui s'opposent à ça, quoi. non, D'ailleurs, je me rappelle de Samy, excuse-moi, je me rappelle de Samy. Tu te rappelles, Samy, tu nous avais parlé justement qu'à chaque fois, les ATC en Amérique te demandaient si tu avais le visuel et que tu leur disais que tu ne l'avais pas, alors que tu l'avais, mais tu refusais le deal. Vas-y, c'est quoi ta question par rapport à ce que j'avais dit? Dis-moi. Politique compagnie, est-ce qu'ils vous interdisent le visuel, tout le monde? Non, 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 chauffe. Quand on va aux États-Unis, les aéroports aux États-Unis, généralement, par exemple, si on va à Seattle ou la Miami ou la bon, New York un peu moins, Washington, Hadouma un peu moins. Exemple, Dallas, Seattle, etc. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont déjà, je les aime pas les contrôleurs américains parce que ils sont un peu arrogants, ما يحبوش يخدموا بزاف. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te guident jusqu'à une certaine position. Et après, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, voilà, est-ce que vous avez la piste en vue? Donc tu as deux options. Soit être honnête, et c'est ce que tu dois faire, être honnête, et tu lui dis la piste, je l'ai en vue. La piste en vue, lui, il va se débarrasser de sa responsabilité. Puisque vous avez la piste en vue, vous êtes autorisé à l'atterrissage. خلاص دبر راسك دوك نتايا دور الطياره تاعك ديسون دبر راسك دونك انا سليم انايا chaque fois qu'il me dit est-ce que vous avez la piste en vue نقول له نيجاتيف ميم لو كان نشوف منايا حتى البوسعاده نشوف السيال كلير نقول له نيجاتيف جي با لا بيست en vue قول لي كونفيرمي با en vue نقول له وي با en vue دبر راسك انا je l'ai pas en vue انت خدم خدمتك et tu me guides jusqu'à ce que j'intercepte et علاش ندير المشاكل العمري j'intercepte impeccable. Maintenant, on a une option. Si on dit on a la piste en vue, je peux toujours engager l'ILS, c'est-à-dire je laisse l'avion en mode automatique et pour lui je fais une visuelle, mais moi je fais une approche automatisée, c'est-à-dire un guidage de l'avion, j'appuie sur l'approche mode et l'avion tourne, il intercepte le localizer, le glide, etc. Lui, il s'en fout de quel type d'approche d'air. Il se débarrasse de sa responsabilité. Ça, c'est pas bien de mentir. Mais si, peut-être que Khoya, c'est un peu normal quand même quand tu te fais jeter comme ça de façon à ce qu'ils dégagent leurs responsabilités par fainéantise, parce que ouais, il faut dire aussi qu'ils ont ils ont pas mal d'avions aussi au-dessus de leur tête, mais bon, sous leur responsabilité, on en parlait justement, c'est un métier très stressant, hein, que des contrôleurs aériens. Mais ma foi, quand même, assume tes responsabilités jusqu'au bout. ah bah, tu deviens dangereux, Farid.
parce que on entend souvent là ces derniers temps, et surtout ces derniers temps par rapport à ce crash qu'il y a eu, là, enfin cette collision plutôt. On Ouais, parle de laxisme, hein, on parle de plus en plus de laxisme hein, des ATC hein, en Amérique. Hein. ouais, mais au moins ils ont toujours besoin d'un truc comme ça pour se remettre en cause et pour aller de l'avant. Qu'est-ce que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont toujours besoin d'un couac. Il y a Et, tellement quand Reagan avait évincé tous les contrôleurs et les avait remplacés par des militaires, est-ce qu'ils les ont repris après? Est-ce que ça n'a pas fait un creux de vague? Ça, tout à l'heure, c'était suite à une grève, justement. Oui, oui, C'était une demande d'augmentation. Ouais. oui, oui, il avait pris cette décision radicale. Est-ce que depuis, je pense que les civils ont repris la main, mais bon, c'est vrai que le contrôle américain est un peu Non, mais spécial. justement, tout à l'heure, justement, ce que tu dis là est très intéressant. C'est depuis, d'ailleurs, que ça s'est dégradé. Hein. Oui, je pense qu'il y a, voilà, un creux, il y a eu une rupture dans la chaîne pendant un certain moment. Et souvent, le niveau professionnel donc a chuté. Et pour remonter, des fois, ça prend des années. Hein. Surtout que vu l'état d'esprit des gens aux US, je pense pas que les contrôleurs évincés soient revenus même plus tard vers ce métier. Les gens là-bas se recyclent très vite. C'est ce qui est arrivé après le Covid où beaucoup de pilotes ne sont pas revenus aux commandes. Ils ont découvert que, entre guillemets, la vie, ça existait aussi. Et ils ont changé de projet, de vie. Tout à fait. Ah, c'est spécial, hein, c'est spécial. L'Amérique, c'est spécial. Américain nous dirait qu'on est spéciaux aussi. Hein. Tu me diras. Hein. Farid et Tariq, je vous ai envoyé sur WhatsApp un document. Et- Je l'ai vu, moi. ok. ah, ouais, un gars a été rappelé à l'ordre. ATS en écoute, quoi. Qualification, pas de déviation sans space. Ouais. Et quoi? Les exécutifs airport qu'on voit aux USA. Ben, les exécutifs, monsieur propre, les exécutifs airport, tu les vois aussi au Moyen-Orient, par exemple. C'est des aéroports qui sont destinés seulement à accueillir. Ben, tu as le Bourget en France. Le Bourget est un exécutif airport. Il ne reçoit pratiquement que des avions VIP ou d'affaires. Voilà. Des pièces américaines réussies. Alors, réveillez-vous. Ça dort, hein. J'ai habité à Seattle, j'ai vu le 777 prendre la poussière sur le parking pendant des mois. Euh, là, c'est des avions qui étaient destinés à une vente spécifique et qu'ils attendaient le preneur, donc ça peut arriver, ça. Il n'est pas encore certifié, donc Voilà, donc pas certifié, pas vendu, pas livré. exactement. Aéroport par les aéroports avec approche difficile. C'est pas une question d'approche difficile, c'est le survol C'est quoi? C'est le palais ou là, c'est quoi, là? Nice. Calais. À Nice. Non, c'est en fait la Riviera. Les gens qui ont du pognon, ils veulent pas d'avion sur leur tête. Ils ont influence sur les politiques. Donc, Bon, la trajectoire est un peu biscornue pour l'approche, mais c'est une voilà. approche qui est Et, tout à fait faisable. ils ont créé une approche un peu biscornue pour que les gens voilà, fassent attention. Et si celui qui rate le truc, eh ben, il paye l'amende, c'est tout. C'est tout. Ouais, bah. Mais sinon, si on respecte les vitesses indiquées sur l'approche, surtout avec les avions d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Ouais.
l'a fait en Je voudrais 37 ans. saluer mon ami Mehdi. Hein, mon ami Pagnol, bonjour. C'est libre, tu veux dire. Ah, bah. Pardon, Samy, pardon, autant pour moi. La bronchite a fait des ravages. Hein. Autant pour moi. C'était à côté, voilà. Salut Samy. Ben, Samy, il est en train de se faire des... Je vais répondre à Alicia. Le gyroscope, quand il tourne, est-ce qu'il résiste au changement de direction? En fait, le gyroscope, quand il tourne, il précessionne. C'est-à-dire que quand il est perturbé, il réagit à 90 degrés de la perturbation dans le sens de la rotation. Alors, on va regarder très simple. On est sur un vélo et on a la roue avant qui tourne. D'accord? On roule et on a la roue avant du vélo qui tourne devant nous. D'accord? On lâche le guidon. La roue avant, quand elle tourne, elle constitue un gyroscope. Très bien. On s'est tous amusés à faire tourner le vélo sans toucher au volant, sans toucher au guidon, à faire tourner la main en se la jouant. Comment on fait? Si je veux tourner à droite, je roule avec mon vélo et je penche le vélo à droite. Et ce faisant, la roue avant tourne vers la droite. Regardons un peu les forces qui sont mises en jeu. Si je regarde l'axe de la roue avant, quand je penche le vélo à droite, ça revient à appliquer sur l'axe à droite de la roue, à appliquer une force vers le bas, verticale vers le bas. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Que fait la roue? Elle réagit à 90 degrés de cette force qu'on appelle la perturbation en précessionnant. La roue tourne, on la voit bien dans notre tête, elle tourne vers l'avant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La précession a lieu à 90 degrés de la force de perturbation dans le sens de la rotation. Et donc, la précession va être une force horizontale appliquée à droite de la roue qui va faire tourner la roue. Voilà comment fonctionne le gyroscope. Voilà, tout simplement, la précession du gyroscope, voilà comment ça fonctionne. Voilà, une question pour toi, Cap, peut-être parler du trim, tank du 330. Et à partir de quelle altitude il compense le CG? Alors, c'est à partir de l'altitude 200, train rentrée et volet rentrée. À partir de 255, si on n'a pas de fuel dans le trim tank, le central, il va envoyer vers le trim tank. 30 minutes avant la descente, il va basculer le fuel carrément du trim vers l'avant, avant la descente, pour avoir un trim zéro à l'atterrissage. C'est pour la stabilité de l'appareil. Et il y aura, dès qu'il y a une variation de, je sais pas si mes souvenirs, je pense que 0,5%, il commence à transférer du fuel de l'avant à l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Et ce que tous les pilotes ne font pas. Comment? Ce que tous les pilotes ne font pas apparemment à l'atterrissage. Ils font pas quoi? Le trim tank à l'atterrissage. Ah, oui, il y en a qui bloquent le trim tank alors que c'est interdit. Non, c'est interdit. Et c'est même le transfert au sol est interdit. Bon, le problème du transfert au sol, tu sais que on vit ça quand on faisait, maintenant on le fait plus, puisqu'on prend plus, quand on prenait du carburant, par exemple sur une rotation Alger-Ouaglà Jeddah et qu'on prenait le max carburant à Alger, se posait le problème sur les étapes courtes. Là, Non, le problème ne se pose pas, Tariq. Tu peux l'intégrer en manuel, tu peux faire Voilà. Ton CG, il te donne la sheet, tu la remplis et tu lui envoies par mail. Puisqu'ils ont enlevé les fuel factors. Ils les ont enlevés. Sur la tablette, tu intègres tout. Tu mets la configuration réelle du jour et il calcule tout. Vous pouvez nous expliquer aussi, pas beaucoup de gens ne le savent pas, parce que bon, ils ont l'impression que l'aile c'est un grand réservoir, c'est-à-dire unique, alors que c'est compartimenté. Beaucoup de gens ne le savent pas et on voudrait savoir pour quelles raisons c'est compartimenté comme ça justement.
L'aile est Eh ben, compartimentée. ça, il faut demander à Monsieur Vialin parce que c'est une histoire de zéro fuel, problème de zéro fuel, et tu risques de casser l'aile. Bon, le Et que se compartiment. passe-t-il? Que se passe-t-il? Si on regarde l'avion, regardons l'avion de devant. On voit le nez de l'avion, on voit les ailes. Très bien. Là, le poids de l'avion, la plus grande partie du poids de l'avion, il est contenu dans le fuselage. Donc, on peut tracer une force vers le bas, centrée sur le fuselage, qu'on appellera le poids. Bon. Mais la portance, elle s'exerce où? Elle s'exerce sur les ailes. Donc, on peut tracer deux forces, une sur chaque aile, équivalentes au poids, et qui partent des ailes et qui montent vers le haut. On est bien d'accord qu'à partir du moment où il y a deux forces sur l'aile vers le haut et le poids au milieu, et qu'entre les deux, il y a la jonction entre l'aile et le fuselage, il y a un moment de cassure qui se produit. Il y a un moment de flexion qui se produit au niveau de l'emplanture de l'aile, là où l'aile se joint au fuselage. Donc, la résistance de cette partie-là de l'avion est forcément par définition limitée. Donc, il existe un poids maximum pour lequel les ailes vont risquer de casser. Mais quand on regarde jusqu'au bout, on a la portance qui est appliquée sur les ailes, mais dans les ailes, on a du carburant. Donc le carburant, ça fait du poids sur les ailes qui va descendre vers le bas. Et donc, ça va tendance à diminuer ce moment de flexion à l'emplanture des ailes. Mais pour un poids avion donné, si on enlève tout le carburant qu'il y a dans les ailes, eh bien, le moment de flexion va être maximal. Eh bien, c'est ce poids-là qui va donner le maximum zero fuel weight, que l'on ne doit pas dépasser sur un avion. Alors, quand est-ce qu'on peut se trouver sans aucun carburant dans la voilure? Eh bien, tout simplement, quand on a consommé tout notre carburant parce qu'on a eu plein de problèmes, on n'a pas pu se poser à destination, on a continué, on a dérouté, etc. Ou bien lorsque l'on fait un atterrissage dangereux, où on a un problème de train d'atterrissage, on va vidanger du carburant, on va consommer le maximum de carburant pour se poser avec le minimum de fuel dans l'avion pour éviter le feu, etc., etc. Dans tous les cas de figure, il ne faudrait pas que cet avion se trouve dans une situation où le moment de flexion à l'emplanture amène les ailes à casser, tout simplement. Voilà d'où vient l'origine du zéro fuel weight. Si on avait à prioriser, JB, si on avait à prioriser, c'est-à-dire sur une distance, une courte distance, si on avait à prioriser, on préférerait mettre le fuel à quel endroit? Pas beaucoup de fuel, on met le fuel dans les ailes. Ouais. Ce n'est que quand les ailes sont pleines qu'on commence à remplir le réservoir central. Parce que le réservoir central augmente le moment de flexion au niveau des emplantures. Donc, par définition, le carburant, on commence par les ailes, ensuite on remplit le central, quand les ailes sont pleines. Il y a quelques avions particuliers, dont le 727 faisait partie, où il fallait remplir les trois réservoirs en même temps. Mais ça, c'est une autre affaire. Salim, tu es là? Salim. On a répondu à ta question, Farid. Justement, vous n'avez pas répondu à ma question. Farid, Le ta question, compartiment. j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Tu voulais dire, c'est préférable de consommer quel fuel? Est-ce que à partir du wing root et laisser du fuel au wingtip pour ne pas avoir le phénomène du bending, ce qui donne un angle d'attaque à la fin des ailes qui est un peu plus élevé que le wing root? C'est ce que tu voulais dire? C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire pourquoi c'est compartimenté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est intéressant ce que dit, c'est ce qui est intéressant ce que dit Taral aussi. Oui, mais JB t'a répondu. Et après, il commence à consommer du réservoir principal. Et quand le principal se vide, au niveau des ailes extérieures, ça se vide. Il va transférer du fuel de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, le fait de compartimenter.
une aile, le fait des Eh ben, cambicorps. c'est l'intérêt pour éviter toute cassure des ailes. Voilà, Ben, c'est ce qu'on lui a dit. la mécanique de vol. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'a dit JB. Voilà. Même, on pourrait même développer ce qu'a dit Tahar, c'est très intéressant aussi. Hein. C'est l'aérodynamique. Et là, on va changer parce que si on consomme du fuel de l'extérieur vers l'intérieur, on aura le phénomène du bending. Ce qui fait que les extrémités des ailes vont être très élevées, à un angle d'attaque supérieur à l'intérieur de l'aile, ce qui va causer le stall des spoilers des ailerons. Et C'est tu ça peux le but casser aussi. l'aile. Et tu peux casser l'aile. L'aile peut se casser, se briser. Oui, quand on a vu par exemple le A350, quand ils ont appliqué le stress sur les ailes, ils sont arrivés à 150% du load pour que les ailes se sont cassées, à 152% exactement. Donc Farid, il voulait, je pense qu'il a dit pourquoi il y a des compartiments, c'est automatiquement pour un but aussi aérodynamique. Voilà, c'est pour Voilà. partager l'aile, pour pas que le fuel, parce que si le fuel le fuel, quand tu vas consommer, le fuel va descendre de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas bon. Donc tu vas consommer l'intérieur d'abord, et quand l'intérieur arrive à un certain, le fuel va être transféré. À la bio. Attends, la biodiesel, le diéthisel, pourquoi évacuer du fuel en vol? Je pense que tous les avions ne sont pas équipés de Jettison, hein, Ouais, mais quand il te dit diéthisel, c'est qu'il parle des avions qui sont équipés de équipés absolument, mais c'est bien à préciser quand même. C'est pour réduire la masse maximum à l'atterrissage. pour respecter la masse, exactement. Voilà. Mais sinon, s'il y a une urgence, on peut se poser en overweight. Et là, il faut se poser avec un vaillot de 360 pieds minutes. Je ne sais pas si c'est pas en passe d'être supprimé tout ça, hein, parce que bon, je pense que tous les avions peuvent atterrir en overweight. Hein. Non, le problème n'est pas seulement, Farid, il faut bien être très clair. Le problème du jettison, il n'est pas seulement lié au maximum landing weight, maximum structural landing weight. Il est lié également à la capacité de remise de gaz de l'avion, avec N-1 moteur à la masse maxi décollage, moins 15 minutes de vol. C'est tout l'objet du fuel jettison. Je l'ai déjà expliqué. Le fuel jettison system est obligatoire si l'avion a la masse maxi de structure au décollage, moins 15 minutes de vol. C'est-à-dire, on imagine qu'il décolle à la masse maximale de structure, il y a un problème et il revient. Il revient pour se poser. Et à ce moment-là, dans l'hypothèse des calculs que l'on fait, on considère qu'il va y avoir une remise de gaz qui va se produire. Et que cette remise de gaz va se faire avec, en plus de ça, la panne d'un moteur. Si l'avion est capable de satisfaire aux exigences de montée en cas de remise de gaz avec N-1 moteur, avec cette masse maximale de structure au décollage, moins 15 minutes de vol, s'il est capable de satisfaire, il n'y a pas besoin de fuel jettison system. Si par contre, dans ces conditions-là, donc masse maxi décollage, masse maxi structure décollage, moins 15 minutes de vol, remise de gaz N-1, il ne satisfait pas à la remise de gaz, aux conditions de climb, remise de gaz, il doit être équipé d'un fuel jettison. Voilà la réglementation, ce qu'elle dit, et voilà pourquoi on le fait. Alors, il y a donc deux aspects. L'aspect maximum structural landing weight que l'on peut, comme l'a dit Mourad avec raison, que l'on peut évacuer à condition de faire un kiss landing avec un vario de 360 pieds minutes maximum. Mais il reste quand même la condition remise de gaz. Alors, bien évidemment, quand on considère des avions, comme le disent tous nos collègues qui sont pilotes sur 330, qui te disent l'avion est très puissant et il n'y a pas de problème, je veux bien le croire. S'ils ne sont pas équipés de fuel jettison, c'est qu'il n'y a effectivement pas de problème. Voilà, JB, mais, le jettison sur Airbus, il est optionnel. Hein. Oui,
mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. S'il est optionnel, c'est que l'avion satisfait aux conditions remise de gaz N-1 dans les conditions citées précédemment. Voilà, tout simplement. C'est les compagnies qui demandent le jettison, qui le demandent. Peut-être c'est à cause d'un problème de maintenance. Parce que si l'avion se pose à la masse maximum, ça va demander une immobilisation de l'avion. Voilà, ça y est, Salim s'est levé, ça y est. Salim, Oui, JB. Bonjour JB. Alors, le thé, il était bon, JB. Il était très bon le thé, oui. Excellent. Eh ben, un jour, Inch'Allah, je vais te ramener du thé blanc. Ben là, que tu n'en as jamais goûté, mais c'est un thé Oui, excellent. j'en ai bu une fois chez un ami qui est un grand amateur de thé, oui. t'en fais pas, il n'est pas Je t'en raciste, ram- il je lui t'en ramène le nord ramènerai. aussi. Hein. Il n'est pas raciste, lui. Bon, c'est juste pour parler du overweight et du jettison. Le overweight, les 360 pieds, moi je suis pas d'accord ou je les ai pas vus. Non, sur le sur le FCTM, Flight Crew Training Manual, si on fait un overweight landing, it's a normal landing, c'est-à-dire la façon de piloter l'avion reste la même. On n'essaie pas de piloter différemment ou de faire un truc différent. Non, on Ça, c'est le pilote Trip la 7. même chose. Ça, c'est le Trip 7, pas sur 330. Hein. Non, je te parle du 777, du 777 ou du 787. La Du vraie, la base. 777 ou la 787. Salim, Ah, naam. chaque avion a ses procédures. Chaque constructeur a sa procédure. Oui, Sur non, je 330, te c'est parle pas sur 330 non, plus. je te parle de nous. On n'a pas de contraintes Oui, oui. pareilles. On n'a pas de contraintes pareilles. Donc, on peut même faire un autoland en overweight. Si les conditions sont extrêmes, bien sûr. C'est-à-dire que si on a des conditions extrêmes, on peut faire un autoland en overweight. Ceci dit, le overweight landing, comment dirais-je, c'est la décision finale du commandant de bord, mais en concertation avec la compagnie. C'est-à-dire que la compagnie a son mot à dire sur le overweight landing ou non, pour des raisons diverses. La première raison, elle est bien sûr safety. Donc, le safety, c'est le commandant de bord qui décide, bien sûr. Mais si, par exemple, après l'atterrissage, on va immobiliser l'avion, on va le bloquer, etc., à la limite, ils préfèrent perdre de l'argent, c'est-à-dire faire le jettison et perdre tout le fuel et ne pas bloquer l'avion. Et des fois, la compagnie, elle va dire non, je préfère que tu fasses un overweight. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent toujours, si les deux options sont bonnes pour vous, c'est à vous de décider. C'est toujours le commandant de bord qui prend la décision finale. Donc, voilà. Les 360 pieds, les 360 pieds minutes, c'est purement la réglementation. Alors après, c'est ce que la réglementation impose pour la conception des avions. Après, bon, effectivement, chaque avionneur, à partir du moment où il sait que son train d'atterrissage est capable de résister à un poids maximum atterrissage supérieur, un poids réel au décollage supérieur, à l'atterrissage supérieur au poids maximum atterrissage, avec un vario à 500 pieds minutes, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Mais moi, ce que je dis, les 360 pieds minutes, ils viennent de la réglementation, purement et simplement. Voilà. Oui, mais rien n'empêche, salut Nadir, excuse-moi, Paniel, mais rien n'empêche que, comme dit Nadir, après un overweight landing, une inspection doit être faite. Oui, bien Donc, sûr. quelque part, oui. L'inspection est obligatoire, que tu le veuilles ou non. Exactement. L'inspection est obligatoire. Et il y a une autre contrainte de l'overweight landing ou du high speed approach landing, c'est comment on va arrêter l'avion. Quelle est la longueur de la piste? Quelle est la disponibilité des autobreaks qu'on a? Quelles sont les pannes qu'on a dans l'avion? Quelle est la température extérieure? Etc., etc. Quelle est l'élévation pour pouvoir arrêter l'avion? Parce que quand on touche, même si on touche bien à une vitesse très élevée, il va falloir arrêter l'avion avant la fin de la piste. Et comment on va arrêter cet avion? Est-ce qu'on l'arrête en conditions normales? Est-ce qu'on l'arrête en explosant tous les pneus? Est-ce qu'on l'arrête en faisant un
Est-ce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération et tout ça se fait par le calcul des performances qui, alhamdoulilah, maintenant on a le Electronic Flight Bag, l'IFB, qui fait Airbus. tout Oula, ce calcul bon. pour nous. Dire qu'il peut nous en dire plus par rapport à l'inspection, justement, on a dire puis qui est technicien, lui, qui Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Allez. à dire. Nordin, Morad, JB, Farid, Dire. pilote et Pagnol. Ça va, vous allez bien? Oui. Très bien. Ça va très bien, merci. Riyad شوية Nordin. Oui, oui, ça va. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon, juste en parlant pour le... enfin, je vais rajouter quelque chose, parce que apparemment, tout a été dit. Juste côté technique, on a généralement juste après un overweight landing, on a le ATA 05 Flyman, Aircraft Maintenance Manual, le time and limit, qui a une inspection after un overweight landing, une inspection after un hard landing, parce que généralement il y a le G qui va monter, donc le nombre de G est un peu élevé, donc on doit faire beaucoup plus, c'est structural. C'est ça. Il y a des points bien précis là où on va, par exemple, les points d'attache, t'as les trois jambes. C'est beaucoup plus là où on va faire le constructeur, il va beaucoup plus insister à les points. Donc. Et ça, c'est en fonction qui m'égale le Pagnol. Il a dit qu'il y a encore des facteurs pour tenir la longueur de la piste, il y a la température, il y a la densité de l'air. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, beaucoup plus sur l'inspection. On a des points à prendre en considération pour faire l'inspection. Mais elle est primordiale, l'inspection after un overweight landing. Voilà. Donc, ce qui veut dire, excuse-moi, Nordine, hein, donc ce qui veut dire quand même qu'il y a une certaine appréhension. Comment, Farid? Non, ce qui veut dire qu'il y a une certaine appréhension, je parle aux pilotes en général. Ouais. Oui, voilà, exactement. C'est toujours une appréhension de faire un overweight landing. Hein. Tu sais, hein, t'es jamais sûr de pouvoir poser cet avion sans péter les pneus. Farid, tu as une autre appréhension du pilote, c'est le flaps up landing. Hein? Exact. Tu as une correction pratiquement de 60 nœuds, Nordin. Hein? Exact, oui. Les vitesses sont comme Hein? C'est-à-dire que tu as des vitesses que tu approches les 200 nœuds hein, à l'atterrissage. Morad, j'ai fait un flapless landing avec le Dreamliner 87 sur Doha. Vie approche تاعي كانت 187 nœuds. Donc tu as le lit plus haut, hein? Tu es cabré, hein? Tu es bien cabré. 187 nœuds. L'avantage qu'on a à Doha, c'est qu'on a une piste de 5 km. Ouais. Donc une piste de 5 km, عندك à l'aise, تقدر تحبس. Donc Tu pouvais faire un touch and go. Exactement. Donc à la BH, on a bon, j'étais un peu à l'aise, mais sinon il y a toujours une appréhension, bien sûr. Même Ah oui, quand on fait un décollage normal, il y a une appréhension. Mais tu as vu comment tu es cabré en flaps up landing? Tu es cabré, tu es boisage, tu te fais peur parce que tu es très haut. En fait, je comprends. Hein. Et je te prie de me croire que l'avion ne se pose pas. En soi, on s'en aperçoit même comme ça, en voyant quand même des atterrissages, il y a une concentration totale. Il y a une concentration totale et une appréhension qu'on ressent quand même. Ils sont payés pour ça. Oui, bien sûr. Une chose qui fait toujours la différence, c'est le knowledge. C'est comment tu connais tes systèmes, comment tu connais ta façon de piloter l'avion. Ton expérience, ton vécu aide beaucoup dans la balance quand tu as un problème, quand tu as une situation, comment tu dois gérer cette situation, etc. Ça aide énormément parce que être qualifié sur l'avion, savoir piloter l'avion, ok, en situation normale. Mais quand on a une situation abnormal situation et qu'on doit gérer cette situation, l'expérience qu'a par exemple Morad ou la Nordin ou la JB ou là, que j'ai pas moi, j'ai pas atteint cette expérience, crois-moi que ça joue énormément. Quand tu as le knowledge, quand tu connais tes systèmes,
quand tu sais que tel système, حبسلك, donc l'autre, il va prendre le relais, etc. Qu'est-ce que tu vas perdre? Quelles sont les conséquences, etc. Ça joue énormément. Même si, tu dois pas connaître ça par cœur parce que tu as des checklists qui sont tellement bien faites, tellement bien structurées que le constructeur essaie de prendre en considération toutes les situations que tu peux avoir. Il ne peut pas prendre en considération 100% de situations, mais il essaie de couvrir 99% de situations. Donc, il y a une aide extérieure qui a été préétablie pour toi, mais ton expérience, ton savoir, ton knowledge, عندهم ميزانهم dans la vie. Ce que dit Samy maintenant est parfaitement vrai, et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo sur le BT et le BTA, c'est-à-dire Evidence-Based Training and Evidence-Based Training Assessment. En réalité, quand on regarde des choses, lorsque l'on fait une qualification de type avion, le premier training que l'on fait, c'est, comme le dit souvent Nourdine avec raison, c'est de connaître les procédures à appliquer. C'est-à-dire comment on gère une panne moteur avant V1, comment on gère un décollage avec panne moteur, comment on gère ceci. Ça, c'est purement de la gestuelle, on va dire, quasiment. Donc, pendant cette phase de formation initiale, tout ce qu'on demande aux pilotes, c'est d'être capable de reproduire des gestes et des comportements basiques basés sur purement les procédures. Et comme le dit Samy avec raison, l'expérience vient ensuite. L'expérience vient ensuite avec, en fait, plusieurs choses. Il y a les connaissances, comme disait Samy, les connaissances. Ensuite, il y a l'habileté et ensuite, il y a l'attitude. Et tout ça consiste en fait en de nouvelles compétences. Car, et comme le disait Samy avec parfaite raison, en réalité, quand quelqu'un acquiert de l'expérience, on attend de lui qu'il soit capable de gérer les choses, non plus de manière tout à fait binaire, comment je fais une accélération arrêt ou comment je gère une panne moteur au décollage ou des trucs comme ça, mais en tenant compte de tout ce qu'il y a lieu de tenir compte, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire ce dont il dispose, est-ce qu'il va faire utiliser les automatismes, pas utiliser les automatismes, etc., etc., sa vigilance environnementale, etc., etc. Et c'est pour ça que justement, l'évolution, quand on passe des contrôles de compétences au fur et à mesure de notre carrière, on nous demande de plus en plus de compétences, et ces compétences, ce ne sont plus les compétences de base qu'on nous avait demandées lors de la qualif, mais on nous demande des compétences qui tiennent compte de toute une capacité de gestion de l'environnement, des ressources dont nous disposons au poste de pilotage, de la communication avec les autres, etc. Ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Justement, moi, JB, quand on parle d'expérience, bon, c'est à double tranchant parce qu'on a vu quand même des cas où il y a eu un excès de confiance et qui ont créé des erreurs d'ailleurs. Justement, c'est ça qu'il faut éviter par cette formation. Evidence-Based Training, c'est justement pour corriger certaines des erreurs qui peuvent être dues à l'overconfidence, etc. Et on l'a toujours dit depuis le début de ce live, on le dit, la première qualité d'un pilote, c'est son humilité. Et donc, justement, la formation est basée justement sur imposer, enfin, faire comprendre aux pilotes et sans arrêt revenir là-dessus, l'humilité de manière à ne pas se prendre pour Dieu le Père et pas croire qu'on est capable de tout faire. Ah oui, sur le plan de l'avarice des likes, hein, personne ne like. Et on a eu l'expérience avec Mourad, quand j'étais à Jeddah, je suis tombé malade, j'ai eu le début d'une forte grippe. Et on avait décidé, on s'était rencontrés au dîner. Tu n'arrivais même pas à manger. T'as failli tomber. Alors, sinon, c'était possible de faire le vol, mais le fait qu'il y avait un paramètre, c'est toujours pour parler de la gestion de vol, il y avait un paramètre, c'est que le first officer qui était avec moi ce jour-là, c'était son premier vol lâché.
C'est-à-dire que le retour aurait été son deuxième vol lâché. Et tout bien réfléchi, j'ai dit non. C'est comme ça on a coordonné avec Alger pour que Morad fasse rentrer l'avion et moi je suis rentré en essaim allongé, malade, quoi. Fatigué plutôt, très fatigué. Et ça fait partie justement des compétences qu'on nous demande à un pilote expérimenté, c'est cette compétence de capacité de dire est-ce que moi, mon équipage, nous sommes capables d'assumer ou pas. Il y a moi, il y a mon copilote, il y a machin, tout ça. Ça fait des compétences qui sont plus du tout, qui sont beaucoup plus élevées que les compétences qu'on demandait au départ lors de l'expérience. Moi, je pense aussi, JB, je pense aussi que l'aspect justement autocratique, on en a souvent parlé d'ailleurs. Moi, je penserais que moi, je pense que ça devrait rentrer dans un cadre bien précis où justement ce serait une faute grave, Une cause de faute grave. licenciement, C'est cause une de faute grave. C'est une faute grave. Lorsque tu contrôles un équipage au SIMU et que tu constates par exemple que tu as un commandant de bord qui est autocrate, qui ne prend pas l'avis de son copilote, etc. Et ça fait justement partie de l'EBTA, de l'assessment justement, dans l'assessment que l'évaluateur fait des compétences, justement, il tient compte de cet aspect-là et c'est marqué en toutes lettres hein, dans la technique de cette méthode. C'est un problème récurrent et culturel en Asie. À l'époque, quand j'avais fait ma qualif chez Boeing à Seattle en 2000, ils avaient reçu, les Chinois avaient commandé 250 avions, et il y avait une armada de pilotes en formation. Et le gros souci c'est l'instructeur américain qui nous disait ça, le gros souci qu'ils avaient trouvé, c'est que culturellement, le commandant de bord faisait ce qu'il voulait et le pilote n'avait pas le droit à la parole. Et il a fallu faire une formation spécifique pour pouvoir amener tout ce beau monde vers le CRM et vers tout ça. Donc aussi culturellement, le fameux accident du 747, le commandant de bord a foutu l'avion contre la montagne. Il y a ces problèmes culturels aussi dans certaines sociétés. Ou bien souvent quand les gens à gauche viennent de l'Air Force aussi. Le problème de ce que tu dis est parfaitement vrai, Thaler. Et c'est un point extrêmement important. L'influence de la culture nationale sur la vision que l'on a de la sécurité et donc sur les comportements professionnels. Il est hors de question de permettre qu'il y ait des comportements culturels nationaux de tel ou tel pays qui viennent contredire les principes fondamentaux du CRM. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une étude absolument sans bavure et sans compromis de la dite culture du pays. Et c'est une grande difficulté parce qu'il est fondamental que les gens qui enseignent ça aux équipages ne prennent pas le cours tenant compte qui traite justement de l'influence de la culture nationale sur la sécurité, comme ça dans l'absolu, parce que ces cours-là sont faits en Occident. Ils sont faits pour des sociétés occidentales, qui n'ont pas du tout les mêmes structures que d'autres sociétés de par le monde. D'accord ? Et il est donc fondamental qu'il y ait un travail je dirais, de dissection de la culture nationale pour en tirer aussi bien les points positifs, parce qu'il peut y avoir des points positifs, et surtout en éradiquer les points négatifs sur les comportements. Ça, c'est fondamental. J'en parle en connaissance de cause parce que c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Ben oui, on a eu aussi la chance de vivre cette transition de non-CRM vers le CRM. Il faut accepter de voir la société dans laquelle nous vivons
sans a priori et accepter que on reçoive des fois des informations qui ne sont pas forcément très positives. Parce que le but de la manœuvre n'est pas de modifier les personnalités des gens, mais de modifier leur comportement professionnel, de manière à ce que des comportements sociaux admis qui font marcher la société comme elle fonctionne, j'ai pas de problème là-dessus, mais que des comportements qui sont contraires à la sécurité puissent être introduits dans le métier, dans le boulot. Voilà, c'est tout. Oh oui, le gars, je lui ai demandé de faire une demande pour monter le. Il voulait parler de l'importance, mais il n'apparaît pas dans les demandes. Donc, voilà. T'es, Nordine, je l'ai fait monter. Ok. Salut. Salam. Salam. Très. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet qui est l'importance, enfin la force ascensionnelle d'un aéronef. Et j'ai remarqué, enfin j'ai fait mes études là-dessus durant très longtemps. Enfin, je fais des études d'ingénierie, enfin dans l'aérodynamisme à côté, en mécanique des fluides aussi. Et du coup, j'aimerais bien parler sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que de nos jours, l'importance est très mal expliquée, le problème, et qu'on connaît pas réellement la cause de la portance. On sait juste que c'est grâce à une divergence et à une convergence sur l'extrados, ce qui génère une certaine dépression. Il y a plusieurs théories comme Kuta-Joukowski, Coanda, Hoffman et Johnson. Enfin, il y en a plusieurs. Si on en parle de toutes, ça prendrait des heures. Et du coup, j'aimerais savoir pour vous, quelle est la théorie la plus plausible? En règle générale, nous, à notre niveau de pilote, Bernoulli. on considère Bernoulli, la conservation de la quantité de mouvement, d'accord, et du débit masse, voilà, c'est tout. Et deuxième phénomène, bon, donc, ce qui explique la dépression d'extrado, et le downwash, donc troisième principe de Newton, voilà. Voilà comment on l'explique à notre niveau, et ça suffit amplement, voilà, sans rentrer dans tous les détails, effectivement, de l'aérodynamique. Je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais disons, de prendre Bernoulli et le downwash, c'est-à-dire donc le troisième principe de Newton, nous suffit amplement, voilà. Mais parfois, la théorie de Bernoulli est mal expliquée. Il y en a qui se basent sur le temps, le principe de temps de transit égal. C'est-à-dire que certains se basent sur le fait que les molécules d'air devront se rejoindre à la même, au même temps au bord de fuite. Ce qui est absolument. On est tout à fait d'accord qu'il n'y a aucun principe de physique qui impose cela. Bon. Mais pendant des années, alors il faut savoir quand même que des fois, vous savez, quand on veut expliquer quelque chose, on est obligé de le simplifier, et peut-être que d'aucuns ont trouvé pédagogiquement intéressant d'utiliser ce concept de temps, enfin de nécessité qu'une molécule d'air qui passe par l'extrado et une molécule qui passe par l'intrado arrivent en même temps au bord de fuite. Peut-être d'aucuns ont trouvé ce moyen peut-être d'expliquer, qui effectivement, je suis d'accord avec vous, ne s'appuie sur aucun principe de physique. Le seul principe, c'est le convergent et le divergent, et c'est tout. Voilà. Exactement. Mais moi, ce que j'ai découvert, j'ai fait par exemple pour Kuta-Joukowski, je sais pas si ça vous parle. Kuta-Joukowski. En fait, c'est juste, je peux vous le simplifier, vous le vulgariser un petit peu, c'est que l'air sur l'extrados, à un moment, il va se décoller. L'air sur l'intrados, au bord de fuite, va le joindre, ce qui va faire des tourbillons. Et un tourbillon, il va initier un autre tourbillon sur l'extrados, ce qui génère comme une sorte d'effet Magnus, pour générer une portance. Cette théorie n'est pas plausible, car j'ai fait moi-même les expériences, et pour par exemple les profils autostables, qui n'ont pas un bord de fuite tranchant, mais un bord de fuite qui remonte. Donc Kuta-Joukowski, on le met de côté pour le principe de temps égal, c'est aussi ça. Et du coup, moi j'avais émis une hypothèse, enfin j'aurais aimé faire un brevet, j'en ai discuté avec plusieurs collègues. C'est que je vais vous vulgariser un petit peu en mécanique des fluides, c'est très simple, c'est l'air, vu qu'il y a une divergence, vu que l'air
un petit peu comme la traînée de forme. Il y a un vide partiel qui se crée, un vide partiel qui se crée, mais sauf que l'air va rester collé sur la surface grâce à l'effet Coanda. Donc le flux va petit à petit s'écarter, ce qui va diminuer la densité. Et je le rappelle, la densité, on peut utiliser l'équation pour mesurer la densité. Il y a aussi la pression, ça influence la pression, la densité. Pour la formule de la densité qui est pression divisée par constante des gaz qui est multipliée par, P égale par rho la RT. P égale rho RT, ouais. voilà, c'est ça. Et donc voilà, je sais pas si elle est plausible. Et aussi pour l'effet Venturin sur le bord d'attaque. Oui, mais bon, hey, comme disait JB, quand, quand l'instructeur ou le prof, celui qui forme des pilotes, là, il commence à expliquer des histoires de potence, il s'arrêtera vers Louis et la loi de Newton. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas encombrer les gens avec des formules qui sont destinées justement à être travaillées dans l'ingénierie. Donc l'ingénierie est une chose, expliquer le fonctionnement en est une autre, exploiter ça en tant que pilote en est une troisième. Donc déjà, quand tu as commencé, on était à 36, c'est descendu à 31. C'est-à-dire que les gens avec ces trucs, ils vont se dire waouh, je suis dans un amphi en train de suivre. Tu as compris ce que je veux Oui, je dire? comprends je comprends votre raisonnement. Ouais. Vous C'est savez, sûr que ce qui est fondamental pour un pilote, c'est de comprendre qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est l'angle critique auquel l'aile décroche. Voilà, ça c'est le fondamental de chez fondamental. Alors on l'explique par la séparation de la couche limite, etc., etc. Il y a le point de transition, le point de séparation, etc. Ça suffit amplement, et ce qu'il faut que le pilote retienne, c'est que son avion va décrocher à un angle d'incidence donné. Voilà, quelle que soit la vitesse. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Après, effectivement, c'est aux ingénieurs d'améliorer le rendement de l'aile, etc., etc., etc. Ça, on est bien d'accord. Mais en tant qu'utilisateur de l'aile, voilà les points clés qu'il faut retenir et qui sont fondamentaux pour le pilotage. Voilà. Ce qui est surprenant, Attends, je te dirais encore mieux. Les pilotes, quand ils font leur QT, qualification d'équipe, ils font ce qu'on appelle un CDT, et ils travaillent sur la conception de l'avion, comme moteur, cellule et tout et tout. Mais en aucun cas, ils ne rentrent dans le fil à fil, par exemple, les gens électroniques. On ne rentre pas dans le fil à fil. C'est l'exploitation. Et comment interagir avec cette machine en réel. Maintenant, ouais, c'est pour exploiter la machine. Enfin, oui, pour un PNT, on rentre pas spécialement dans les détails. C'est plus le pilotage en lui-même. C'est pas en optimisant les performances de l'appareil. Oui, je comprends votre raisonnement. Et c'est pour ça que ce live, si tu veux, il est fait pour un petit peu, on fait du partage. Il y a des gens qui connaissent les pilotes qui vont poser des questions, par exemple, parce qu'ils vont parler du pilotage, l'exploitation de l'avion. Mais on est là pour beaucoup plus vulgariser ce métier pour que les gens n'aient plus, ceux qui ont des phobies, s'enlèvent, enfin, se détachent de cette phobie. il n'y a plus d'appréhension. De fonctionnement, etc., etc., etc. Voilà. Je te remercie déjà pour le truc. Si tu veux un jour, si tu t'abonnes ou là, un jour on va faire un truc rien pour les abonnés. À ce moment-là, oui, ça sera un live très intéressant puisque tu vas étaler pratiquement l'ingénierie qui peut intéresser beaucoup de monde sur la conception et l'exploitation, etc. D'accord, ça va. Merci En tout beaucoup. cas, ça sera un plaisir. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une excellente également. journée. Oui. Et rentre, si tu veux, rentre sur le profil de JB. Il a publié Oui, pas mal de vidéos. oui, j'ai vu, oui. Même, même il fait des vidéos sur les différents principes, etc., comme par exemple sur les profils supercritiques, etc. Voilà, exactement. Voilà. J'aimerais juste dire un mot, par contre, excusez-moi. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que quand même cette formule de la portance est toujours quand même remise en cause encore à l'heure actuelle. Il y a des gens qui cherchent à savoir si c'est Bernoulli ou si c'est... Vous voyez ce que c'est quand même incroyable, ça. Bah, ouais. Mais par contre, on sait, la théorie la plus probable, c'est le Don Noach. Comme JB nous l'a dit, c'est le Don Noach. C'est la plus probable aussi. Exact.
Bah, en tout cas, Merci. merci, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci, Sami. Également, merci. Également, au plaisir. Merci. Intéressant ce jeune homme. C'est JB en herbe. Mais c'est ses études, hein. Il fait des études d'ingénierie, il est en plein, donc il est dans la recherche, et il doit, quand il termine ou s'il a terminé, oui, mais il fera partie des concepteurs. C'est comme ça qu'on fait la conception, hein, des meilleurs profils dans un avion et tout. C'est de faire de l'ingénierie, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Non, Farid, j'atteindrai jamais son niveau. Quand bien même je serai plus jeune, c'est pas maintenant, c'est pas à mon âge que je vais. J'atteindrai jamais parce que moi, mes études, elles n'ont pas été orientées vers ça. Elles n'ont pas été, comme le disait Nourdine avec raison. Moi, j'ai appris à piloter des avions, c'est tout. J'ai appris donc les choses de manière à ce qu'elles soient claires pour moi. Et à la limite, je sais que tous les principes dont il a parlé, je les connais. J'en ai entendu parler, j'ai travaillé là-dessus aussi. C'est pas le problème. Mais à la limite, c'est du nice to know ou very nice to know. Mais pour nous pilotes, c'est pas l'objectif premier. D'accord? Oui, Voilà. mais toi, t'as fait ça en autodidacte, je veux dire. Bon, tu t'y es intéressé en parallèle. Mais bien sûr, bien sûr. Non, Valide, en plus, dans la formation de pilote, encore une fois, je te donne un exemple entre un pilote et un électronicien, par exemple, celui qui fait des études en électronique, l'avionique et tout. Celui qui fait des études sur l'avionique, la conception de l'avionique, il va rentrer non seulement dans le fil à fil, mais sur les conséquences pratiquement de tous ces cartes mères, trucs et tout, et sur le logique et le sublogique du système. Le pilote doit avoir ça, la connaissance nécessaire d'utilisation de ce système. Quand est-ce qu'il fonctionne, quand est-ce qu'il tombera en panne, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir, qu'est-ce qu'il faut faire pour le bypasser, qu'est-ce qu'il faut faire en cas. Donc si tu dois le mettre dans, alors à ce moment-là, il va falloir créer les pilotes avec des études bac plus 100. Tu as compris? C'est impossible. Et c'est pour ça, chacun son métier. Reda, c'est un gars qui est dans la conception, c'est très bien, et c'est des études assez poussées. Le pilote, il est là pour piloter ses avions. Essayer de suivre les procédures le mieux possible, veiller à ce que les passagers arrivent à bon port, sûreté, sécurité, rentabilité et confort. Et ça s'arrête là. Voilà, c'est les coulisses. C'est les coulisses. Pour vous dire. Allez, salut. Pour vous dire. Attends. Pourquoi elle ne veut pas se retourner là quand même? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nordin. Bonsoir à tous. On a fait un peu de remue-ménage, c'est bien, ça nous a fait du bien. Moi demain, je serai sur Montréal, Nordin. Eh ben bon vol, Mourad. Bon vol. Bon vol, Mourad. Ne vole pas trop vite, hein, comme disait ma grand-mère. Oh, t'inquiète. Salut JB, salut Mourad, salut Nordine, salut le chat. Les amis, ciao, ciao.